Donc, bonjour à tous. Je me présente rapidement, Cyril Rochard. Je travaille dans la société Actia depuis un peu plus d'une dizaine d'années, donc à différents postes, en France mais aussi à l'étranger. Et aujourd'hui, en fait, je suis responsable de la donnée d'entreprise. Et dans le cadre de cette mission, j'ai à ma charge le lancement d'un projet PLM, donc l'implémentation d'une nouvelle génération de PLM pour Actia. Donc cette présentation, là, comme on vous l'a dit, c'est expliquer un peu quelle a été notre démarche, comment on a évalué les différentes solutions qui se proposaient à nous, les critères de choix, pourquoi on s'est orienté vers Arras et l'état du projet aujourd'hui. Alors rapidement, la société Actia, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse, c'est une ETI française basée à Toulouse, qui a une trentaine d'années aujourd'hui, et qui regroupe aujourd'hui plus de 3000 salariés. Donc 3000 salariés qui sont principalement en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde. On verra la carte un peu de nos filiales dans la suite. C'est une société qui est toujours contrôlée par deux familles, qui a la majorité des actions. Le reste est coté en bourse. Et c'est une société qui travaille principalement dans l'automotive. Donc vous voyez la répartition du chiffre d'affaires, 90-10, automotive, télécommunications. Et une société qui investit beaucoup dans l'innovation. Donc on a régulièrement entre 12 et 15% de notre chiffre d'affaires qui est dédié à la R&D. Donc R&D produits, mais aussi R&D process et autres. Là rapidement la couverture géographique de la société. Donc vous voyez un cœur français et après une société qui a grossi en suivant ses clients un peu partout en Europe et un peu partout dans le monde, donc au Brésil, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, en Inde. Principalement par rachat, parfois par création. Et c'est ce que j'expliquerai un petit peu après, les besoins aussi qu'on a aujourd'hui un peu de consolider tout ça et de faire que nos équipes, un peu partout dans le monde, soient capables de travailler sur des mêmes lignes de produits pour servir nos clients un peu partout dans le monde. Donc c'est aussi ça un des objectifs de notre démarche PLM. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait des calculateurs principalement qui vont aller sur tout ce qui roule ou qui vole. Donc des bus, des véhicules, des trains, des avions. On fait le design de ces produits donc pour répondre à des besoins clients. On a aussi nos propres produits qui sont vendus off the shelf. Et on fait aussi pour certains clients ce qu'on appelle de l'EMS, c'est-à-dire de la production sur des designs faits par nos clients. Donc le client nous envoie son design et via nos sites de production, on va réaliser ça. Donc c'est à peu près les différentes activités qu'on a aujourd'hui. Alors pour citer quelques clients, on va par exemple faire des plateformes télématiques pour Volvo Cars. On va faire d'autres calculateurs pour Scania, d'autres calculateurs aussi pour Rolot par exemple, qui est ici, donc pour des plateformes élévatrices, pour Airbus et pas mal d'autres. Donc ce panel client, en fait, il est assez large et du coup, on verra aussi par la suite, il induit une certaine complexité. Parce que servir des clients aéronautiques, c'est pas comme servir des clients automotives, on va dire. Il y a certaines contraintes qualité, certaines contraintes sur la traçabilité des produits qui sont gérées de manière différente et qu'il faut qu'on soit capable, nous, d'intégrer. Donc c'est une de nos forces, mais c'est aussi une des contraintes fortes de notre activité. Alors là, c'est la partie innovation et investissement R&D, donc ce que je vous disais au début rapidement, 12 à 14% du chiffre d'affaires dans le développement produit. Donc avec des équipes R&D qui ont une particularité, c'est qu'elles sont basées un peu partout dans le monde. Donc on a des centres forts en France, en Tunisie, mais aussi dans chacune des filiales, qui va avoir des équipes d'ingénieurs qui vont pouvoir soit développer de nouveaux produits, soit customiser des produits et des bases existantes. Et donc régulièrement, on investit pour renouveler nos gammes de produits et pour servir les clients. Une autre particularité, c'est que pour nous, et ça c'est vraiment la stratégie de l'entreprise, le manufacturing, c'est une valeur forte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être une société fabless, donc faire juste des designs et après sous-traiter, mais vraiment avoir la capacité et savoir comment se fait la production de produits électroniques. Pourquoi ? Parce qu'on constate avec certains de nos clients EMS, le DFM, par exemple Design for Manufacturing, c'est extrêmement important. On peut designer un produit de plein de manières différentes, souvent très bonnes. Par contre, on peut se rendre compte que des choix de design s'avèrent être mauvais en fonction des contraintes de production. Donc c'est pour ça qu'on souhaite garder cette compétence. Cette compétence en France, on a un site de production à Colomiers qui fait des petites, des moyennes et des grandes séries. Et après, on a d'autres sites de production comme en Tunisie, par exemple. Juste pour donner quelques chiffres, donc on a à peu près 2 milliards de composants qui seront posés cette année.
Donc c'est pour vous donner un peu de volumétrie sur ce que fait. Alors, en termes de produits, on a des produits qui utilisent entre 100 et 2000 composants. La stratégie d'entreprise. Alors le groupe, en 30 ans, il a un peu évolué. Donc on a commencé par faire des produits simples. On a ensuite fait des systèmes. Donc ça, c'est par exemple des systèmes de multiplexage. On est aujourd'hui leader en fait sur le multiplexage des bus. Et après, des systèmes plus intelligents et le service qui va avec. Donc c'est par exemple des solutions de fleet management qu'on propose à des villes ou autres. Donc c'est vraiment notre volonté de partir du produit, mais essayer de grandir dans la chaîne de valeur en fait, en rajoutant une vision système et après une vision service. Et c'est aussi pour ça qu'on lance cette initiative PLM. Donc maintenant, on va parler un peu plus et rentrer dans le cœur du sujet PLM. Pourquoi déjà cette initiative ? Je pense comme pas mal d'entre vous, on a une problématique, c'est que les produits sont de plus en plus complexes en fait. De plus en plus de fonctionnalités, de plus en plus de reuse aussi à faire pour optimiser les coûts, pour aller un peu plus vite. On a besoin, j'en parlais tout à l'heure, de collaborer en fait. Et donc de faire que, les métiers, que ce soit le système, la mécanique, l'électronique, le soft, l'indus, parlent entre eux, partagent de l'info. Ces métiers étant parfois répartis dans différents pays. Donc on va avoir par exemple sur certains projets, le système, le développement électronique et soft qui sera fait en Suède, l'industrialisation en France, la production en Tunisie. Et donc on a un vrai besoin en fait de partager, de fédérer les compétences pour développer nos produits. Après, des contraintes sur le coût, le time to market aussi, ça c'est assez classique on va dire. Un autre point, les exigences de qualité, donc liées à nos clients. Donc on parle d'automotive avec de l'ISO TS, on fait un peu de militaire aussi, on parle d'ITAR, de choses comme ça. Et après les réglementations aussi, qui sont de plus en plus lourdes. Donc le suivi du ROHS, du REACH, qui fait l'export contrôle aussi, qui fait qu'on doit être de plus en plus vigilant et précis sur comment sont constitués nos produits et maintenir cette donnée à jour. Après, évolution rapide des besoins. On parlait des méthodes agiles un peu avant. On a un peu les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'il faut aller vite, faire des évolutions rapides sur nos produits, sur des plateformes télématiques, être capable rapidement de mettre un nouveau soft dessus et de le lancer en production pour que nos clients puissent l'utiliser. Et la dernière ligne, ça c'est un cas particulier, on va dire, c'est que notre initiative PLM aujourd'hui, elle est préparatoire à une initiative de changement de ERP. Donc on a aussi cette démarche-là de renouveler notre solution ERP qui est un peu ancienne aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est commencer par un peu travailler sur la donnée produit, donc qui arrive en phase amont, on va dire, essayer d'être meilleur sur sa structuration, sur sa qualité, sur son homogénéité. Et donc du coup, disons mettre une première pierre pour préparer notre implémentation ERP. Ça, c'est un peu la dynamique et notre vision aujourd'hui. Alors qui participe à ce projet ? La R&D bien sûr, parce que on va dire ce sont les auteurs, donc la mécanique, l'électronique, le soft, mais pas seulement. Donc on a très tôt fait participer les gens des achats, la qualité, les ventes, l'indus, le manufacturing. Pourquoi ? Parce qu'ils ont chacun des besoins, chacun des exigences à nous donner, et on a besoin d'eux aussi pour tirer le projet en fait, donc motiver un peu et faire avancer les choses. Qui est impacté de manière pragmatique aujourd'hui 4 sociétés dans le groupe sur 3 pays. Donc ces 3 pays sont la Suède, la France et la Tunisie. Pourquoi ce choix ? Parce qu'aujourd'hui en fait on a une ligne de business très forte en fait entre ces 3 pays sur la partie télématique. Donc avec une répartition des développements entre la Suède et la France et la production qui est entre la France et la Tunisie. Donc du coup c'est une grosse ligne de business pour nous, c'est un gros point d'amélioration et de gain potentiel. Et donc c'est pour ça qu'on va démarrer sur cette ligne de produits. Et après, au fur et à mesure, essayer d'étendre à d'autres filiales et à d'autres lignes. Nos objectifs, partager la donnée partout, entre les sites, entre les départements, favoriser le reuse, harmoniser, avoir de la productivité sur nos process, et avoir un product data backbone, en fait, donc un référentiel de données pour préparer notre passage ERP. Donc sur le premier périmètre du projet, notre scope, il est assez simple, assez centré sur la phase amont, donc sur la phase design produit. Donc c'est avoir un référentiel sur les parts, les produits, avoir la gestion du change via les ECO,
Important pour nous, gérer la connexion avec nos outils de développement, nos outils auteurs, donc électronique, mécanique, et faire la partie industrialisation, c'est-à-dire transformer l'e-BOM en manufacturing BOM. Donc aujourd'hui, on a ce scope en tête. On a aussi une roadmap à moyen terme qui nous permettra d'aller un peu plus loin. Par contre, c'est sur ce scope-là qu'on est en train de travailler. Alors, comment ça s'est passé en fait? Donc ça, c'est on va dire les 3 principales étapes. La première, c'était déjà répondre aux premières questions. Pourquoi on veut faire ce projet? Qui on veut mettre dedans? Comment on va essayer de le mettre en place? Et quels sont nos objectifs à court et moyen terme? Donc ça paraît simple, c'est pas si simple que ça finalement de trouver les réponses à ces questions et d'être capable après d'avoir l'approbation de la direction générale pour lancer ce projet-là et faire valider l'initiative au niveau du groupe. Deuxième point, c'est essayer de trouver la bonne solution en fait. Alors la bonne solution, il n'y a pas, on va dire, une solution qui va être meilleure que toutes les autres. Pour moi, une bonne solution, c'est une solution qui correspond à nos besoins, à nos objectifs, mais aussi à notre culture d'entreprise en fait. Et on a rapidement vu que certaines solutions ne pouvaient pas s'adapter à nous, parce qu'on avait certaines contraintes qui étaient fortes, et on n'avait pas senti la réponse qui nous permettait d'avancer. Et dernier point, c'est commencer l'implémentation. Donc là, je vous expliquerai un peu où on en est aujourd'hui. Alors, comment on a fait pour choisir? En premier lieu, on a fait un peu un état de l'art. C'est-à-dire qu'on a regardé un peu ce qui se passait sur le marché du PLM. On a vraiment ratissé large sur le coup. On a vu plus de 10 solutions. Donc des gros classiques, on va dire, que vous connaissez tous. Pas de secret par rapport à ça. Pas de nom, voilà. Je ne vais pas tous les citer, mais aussi des solutions plus petites ou alors un peu plus récentes. Et parfois des très petites aussi. Et donc on a essayé de voir un peu tout ça. Alors c'est intéressant, ça permet aussi pour nous, ça nous a permis aussi de mieux cadrer nos objectifs, de voir quelles étaient les fonctionnalités intéressantes, celles qui pouvaient justement et qui pouvaient nous être utiles en fait dans notre démarche. Et donc voilà, faire un ratissage assez large. En sortie, donc on a fait une shortlist qu'on a limitée à 3 acteurs en fait. Donc là, c'est choisir, c'est renoncer, donc ça a été difficile. C'est encore plus difficile le choix d'après. Mais grosso modo, cette shortlist, on l'a fait en utilisant pas mal de critères factuels sur plein de choses, donc sur des parties commerciales, du licensing, des coûts d'intégration, on va dire, évalués, des capacités fonctionnelles par rapport à notre cahier des charges, est-ce que ça répond ou non à ce qu'on souhaitait faire. Et donc, un des acteurs de la shortlist était Arras. Dernière étape, choisir la solution. Et donc faire le choix définitif, dire ok, c'est vers cette solution-là qu'on va partir. Comment on a fait cette étape-là? On allait un peu plus en détail dans des réponses à appel d'offres, donc réponse technique, réponse commerciale. Ça c'est du classique. Sachant qu'on a demandé à chacun des acteurs de répondre avec un intégrateur. D'accord, donc c'était vraiment un couple qui était préformé et qui devait nous répondre à notre cahier des charges, donc d'exigences à court et moyen terme, en termes de coût de licensing, coût d'intégration, et puis réponse en termes de couverture fonctionnelle par rapport à nos besoins. Deuxième étape, c'était de mettre en place des proof of concept. Et donc très tôt, c'était d'ailleurs la remarque qui a été faite avant, on a essayé d'impliquer tous les key users et donc de les faire participer aux démonstrations d'outils en fait. Donc même des key users suédois par exemple ont participé aux démos des différents outils qui étaient en shortlist. Ça leur a permis d'émettre un avis qui n'était pas forcément le même justement entre les pays, donc ça c'est intéressant. Et aussi de s'insérer assez tôt dans cette démarche PLM en fait. Et après, des choses un peu classiques, en tout cas pour nous, en termes de process achat, du sourcing committee, donc avec des critères un peu factuels sur la décision et puis une validation au niveau du top management pour lancer le projet. Et après, de la contractualisation qui avançait. Alors les critères, quelques-uns qui sont intéressants. On a cherché aussi à avoir la couverture mondiale parce que ça fait partie un peu de nos contraintes, être capable de se déployer un peu partout dans le monde. L'évaluation financière à 5 ans. Pas mal de choses. Alors le point intéressant, pourquoi Arras? Alors pourquoi on a choisi Arras en shortlist?
Parce que très tôt, on a vu... alors moi, je viens du monde logiciel, donc ça m'a vraiment... Je pense qu'en 5-10 minutes, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était assez percutant sur le sujet. C'est la technologie qui est vraiment, on va dire, ouverte et peu contraignante. Alors, peu contraignante, c'est un peu... c'est pas la bonne expression, mais disons une technologie qui permet un déploiement simple et un lien simple dans un système d'information. On verra tout à l'heure un peu un petit schéma que j'ai fait, mais notre vision, c'est que cet outil doit être capable de parler à plein d'outils, en fait, et d'échanger de l'information. Alors, plein de solutions le font. On a simplement vite compris que cette solution-là était capable de le faire peut-être un peu plus facilement que d'autres, et surtout avait fait l'effort de publier des API, des choses. Donc c'est un gage de confiance, on va dire, par rapport à cette capacité à communiquer à l'extérieur. Deuxième point important, une bonne relation commerciale, et je pense par rapport au profil d'Actech Inotei aussi, un bon rapport de taille de société et d'objectifs de société, qui fait que la relation peut être saine. Dernier point important, c'est qu'on a pu l'installer, cette solution, et l'utiliser, ce qui n'est pas le cas des autres éditeurs. Alors, dans les 10 qu'on a vus au préalable, il y en a 2 qui ont accepté ça, donc Arras, parce que ça se fait, et un autre, que je ne citerai pas, parce que visiblement, je n'ai pas le droit de citer. Mais 2 ont accepté de le faire. Les autres, non, impossible. La réponse est souvent, il faut qu'on vous montre, il faut accompagner les gens, parce qu'ils ne comprendront pas sinon. Bon. Mais disons que c'est un facteur en fait de confiance. Pourquoi on a choisi cette solution au final? Le business model, qui est intéressant, le fait d'avoir les mises à jour intégrées dans le service, qui fait partie des choses sur lesquelles on avait un œil parce qu'on utilisait auparavant une solution un peu classique, et donc les coûts d'upgrade étaient relativement importants. Le training aussi, ça c'est assez sympa, et je rejoins la remarque qui a été faite par Microsoft. Très tôt former les gens, donc Yuan par exemple nous a aidé à aller en Tunisie, en Suède pour présenter la solution. Ça c'est vraiment important pour montrer les capacités de l'outil et aider les gens à imaginer ce qu'ils peuvent faire avec l'outil en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir plein de besoins, plein d'expressions de besoins, des fois des solutions directement, mais il ne faut pas des solutions directes. Il faut d'abord comprendre quel est le besoin et après quelle peut être la solution apportée par l'outil. Donc c'est important de faire que les gens comprennent aussi la philosophie qui est derrière assez rapidement pour pouvoir mieux se projeter. Donc business model, après la technologie à jour, c'est un peu le même argument que pour la shortlist. Et après ICAD et M4 Connector, parce que ça c'est un point important pour nous, on voulait une solution qui soit intégrable avec nos outils de conception, OrCAD, Creo. Ça c'est parce que c'est un critère d'acceptation pour les équipes de développement. Les points challenging, donc, qui ont fait que qui étaient des points, on va dire, négatifs par rapport à ce choix, il y a, on va dire, une prise de risque par rapport à notre choix. C'est à l'époque, en tout cas, la présence en France d'Arras, qui était relativement récente et peu développée. En termes de clients, en termes de partenaires. Le business model, alors là, ce n'est pas vraiment un point challenging par rapport à Arras, c'est plutôt par rapport à nous. C'est-à-dire que ce business model en fait, de licensing et d'abonnement n'est pas forcément encore entré dans notre culture en fait. Et donc il a fallu faire c'était mon boulot, un boulot de pédagogie pour montrer que ce modèle avait été viable, était aussi de toute façon un modèle qui était en train de se développer un peu partout, donc il fallait y passer. Mais donc il y a eu un vrai travail de pédagogie et des freins en fait dans l'entreprise en disant non, on ne peut pas partir sur une solution parce que ce modèle-là il ne nous correspond pas. Donc il a fallu un peu travailler sur ce sujet-là. Dernier point, ça on l'a vu sur certains POC, c'est Arras comme une boîte à outils. Donc c'est vrai qu'on voit que la solution est très ouverte, très configurable. Il faut faire attention à ce que les utilisateurs finaux ne se perdent pas là-dedans en fait. Et c'est vrai qu'on a fait des POC, on a vu la discussion, on pouvait parfois perdre les utilisateurs en fait, qui ne voyaient pas la finalité de l'outil et comment dans leur vie de tous les jours, on va dire, ils allaient pouvoir l'utiliser. Et grosso modo, en fait, ces risques, déjà en partie ont été couverts. Business model, ça on a discuté, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Aujourd'hui, la présence en France, honnêtement, ce n'est pas un point négatif parce que déjà l'équipe française est très disponible, nous a aidés. En plus, on a du support aussi qui peut venir des États-Unis ou d'autres pays, donc c'est pas, en tout cas pour nous, ce n'est pas un critère dimensionnant.
Et les partenaires, aujourd'hui on travaille avec un partenaire là, qui s'appelle Simpa, qui monte en compétence aussi comme nous sur la solution Aras, et avec qui la collaboration, je pense, se passe assez bien aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est maintenant? Donc on a contractualisé, on a fait le lancement du projet, le kick-off meeting, et on est en phase de définition. Donc phase de définition, ça commence par justement former les key users, et c'est lancer des workshops sur des thématiques spécifiques. Donc généralement c'est une journée de workshop qui va réunir entre 5 ou 15 personnes au maximum, où on va parler par exemple de parts, de documents, de connexion ICAD, AMCAD. Et donc à partir de ça, on collecte des besoins. Donc on essaye aussi de s'insérer dans une démarche agile, donc avec des user stories qui sont stockés, priorisés, et puis des sprints qui permettent de les livrer. Et une approche itérative, donc on est avec des releases qui sont faites périodiquement. Deuxième step, donc ce step de définition, il a commencé en janvier. Il devrait finir dans le courant de l'été. Ce qu'on souhaite, c'est l'industrialisation ensuite, à partir de septembre et jusqu'au, je pense, au premier trimestre de l'année prochaine, c'est être capable de déployer de manière opérationnelle l'outil PLM sur une ligne de produit. Donc c'est reprise d'une partie de la donnée, formation des utilisateurs finaux et support de la solution. Et après, à moyen terme, on va continuer à travailler sur d'autres fonctionnalités qu'on va souhaiter ajouter. Parce que lors des workshops, là, même si on reste sur des périmètres, on essaye de rester, c'est le keep it simple à la fin, on a pas mal de besoins qui se rajoutent au fur et à mesure. Très tôt aussi, on a essayé de fixer des golden rules, donc pour se les rappeler tous les jours, les règles d'ordre du projet. Donc c'est être collaboratif avec les key users. Donc essayer de les faire participer au maximum pour qu'ils s'expriment, qu'ils testent la solution. Bon, ça c'est du classique. Essayer d'être rapide donc sur la phase de définition, mais garder une vision moyen terme. C'est-à-dire que c'est important parfois de faire des choix qui bien garder à moyen terme quelle est notre vision en fait. Notre vision, c'est pas simplement aujourd'hui gérer ce qu'on veut faire sur le scope 1, la définition du produit, mais ça va être aussi à moyen long terme de s'insérer dans le manufacturing pour suivre la production, de suivre le support et le maintien en conditions opérationnelles de nos produits, donc avec la sérialisation, tout un tas de choses. Donc on ne le fera pas de suite. Par contre, il est important qu'on ait déjà cette vision-là pour faire les bons choix. Dernier point important, c'est essayer de garder la solution simple et rester sur la définition standard de Aras. Donc ça, c'est plus ou moins facile. Mais c'est toujours ce qu'on essaye de faire, pour aller vite, limiter les coûts d'intégration, et puis aussi bénéficier de ce qui est fait en termes de fonctionnalités. Donc, on essaye aussi de comprendre, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, la roadmap à moyen terme. On a parlé de variantes hier. Variantes, c'est typiquement des choses qui nous touchent et sur lesquelles on voudrait avoir des solutions rapidement. Pareil pour la gestion des portails fournisseurs, c'est des choses qui sont vraiment importantes. L'aspect MES aussi à moyen terme fait partie des sujets qui sont intéressants. Et justement, là, juste pour synthétiser, dire que pour nous, le PLM, c'est une brique de la gestion de données dans l'entreprise. C'est une brique importante parce que dans le flux de données, dans le flux de création de la donnée produit, on va dire que c'est le premier système présent. Mais c'est un système qui va devoir parler à plein d'autres systèmes. D'accord, de l'ALM. Donc l'ALM, c'est du Git, c'est du Subversion, c'est du Jira pour des tickets. Donc ça fait partie des choses qu'on est en train de faire. De l'ERP, bien sûr, parce qu'à un moment donné, il va falloir pousser les nomenclatures, les articles vers l'ERP pour faire qu'on sache produire ces produits. Le MES, parce que le MES, on a des stades de production, on a des logs de testeurs. On voudrait aussi gérer, ça fait partie, on a la même démarche que Microsoft, c'est assez rigolo, nos équipements de production, on voudrait les gérer en configuration aussi. Ça fait partie des points d'amélioration. Il faut qu'on avance là-dessus. Donc nos testeurs fonctionnels, déjà les gérer comme des produits avec des nomenclatures. Être capable, quand il y a un change, d'identifier ce change, ok, il va toucher ma définition produit, mais il va aussi peut-être toucher ma définition testeur, il va peut-être toucher ma définition configuration de ligne de placement. Donc tout ça, être capable d'être plus pertinent, plus rapidement sur la gestion des changes. Et je pense que c'est le dernier slide. Voilà. Et je suis dans les temps.